J'ai des doutes actuellement concernant la spécificité du peuple juif. Autant j'attache de l'importance au récit de la création, aux deux premiers chapitres de la Genèse, concernant les Élohim, qu'on peut assimiler à des extraterrestres, et qui ont mis en place des androgynes, des androïdes. Autant la rencontre de Yahvé avec Moïse mérite quelques commentaires et quelques réflexions. Comme je disais hier dans une précédente, ou enfin comme je ne sais pas, je l'ai écrit quelque part, Yahvé parle de son peuple. Il dit à Moïse, occupe-toi de mon peuple. Comme si Moïse n'était pas membre du peuple en question. Ce qui nous renvoie d'ailleurs aux travaux de Freud sur Moïse et le monothéisme. Enfin, je n'ai pas relu depuis un certain temps. Mais dans bien des cas, nous avons affaire à une aristocratie qui est chargée de diriger le peuple. On le voit à Rome, avec le Sénat, qui était très aristocratique, et face auquel d'ailleurs, vous en parlez ce matin sur France Culture, la plèbe s'organise et a ses propres structures. Donc on a bien cette dualité qu'on retrouve dans ces royaumes de Belgique ou de Grèce ou de Jordanie qui sont attribués à des familles princières, mais qui ne sont pas forcément des familles princières locales, qui sont importées, on pourrait presque dire. Donc nous avons une dualité. Moïse n'est pas un hébreu, en fait, je dirais. C'est pas un hébreu. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un égyptien, d'ailleurs, de toute façon, quelque part. Bon, il y a des récits, il y a des légendes, mais c'est un égyptien et qui s'intéresse à la cause des Hébreux. Pour des raisons sociales, il voit des gens qui sont esclaves, qui sont persécutés, il a envie de s'occuper d'eux. S'occuper d'eux ne veut pas dire qu'il fait partie d'eux, objectif. Alors là, on est dans la subjectivité. Le paradoxe, c'est que le leader, il est dans la subjectivité, alors que le peuple est dans l'objectivité. Le leader se donne une mission qu'il pourrait ne pas se donner, tandis que le peuple, lui, il est ce qu'il est. C'est un fait, comme ça, il est là quelque part, voilà. Non, quelqu'un veut s'occuper de lui ou pas. C'est vrai pour, quand je dis le peuple, c'est pour toute communauté professionnelle, religieuse, scientifique, artistique, constitue une communauté qui a ou non trouvé son leader. Leader qui est capable de la réformer, de la faire avancer, de casser certaines routines, etc. Donc, le schéma que l'on trouve dans l'Exode, au fond, c'est un paradigme qu'on trouve dans n'importe quel fonctionnement social. Dans toute société, il y a des leaders. Moïse, il y a des Moïse, il y en a eu des milliers à travers les siècles. Et des peuples aussi, qui ont eu leur Moïse ou pas, qui ont eu leur président de la République, leur premier ministre, leur roi, etc. Rappelons d'ailleurs cette formule. À un moment donné, les Hébreux vont vers Samuel et disent « Donne-nous un roi ». Un roi, ça veut dire va nous chercher un roi. Et ce premier roi aura été Shaoul. Après, il aura été remplacé par David. Et donc il y a cette espèce de... Le peuple a besoin d'un roi, le roi a besoin d'un peuple. En prenant encore une fois le mot peuple dans un sens très très vague, très large.
communauté avec un certain nombre de pratiques communes qui font que cette communauté se distingue, se caractérise. Le fait que l'on fasse intervenir Dieu dans cette histoire, bon, je ne sais pas si c'est très sérieux. Hein, on peut dire. On connaît la monarchie de droit divin. Bon. Que Moïse mette son pouvoir sur le compte d'un Dieu, il y avait... Bon, c'est bonne guerre. Cela dit, comme je l'ai dit précédemment, enfin dans une autre vidéo, il est clair qu'il y a en effet au sein de ce qu'on appelle... Alors, il y a au sein du peuple hébreu des leaders qui peuvent apparaître. Il y a une dualité au sein de tout peuple, d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc, l'élite ne vient pas forcément de l'extérieur. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Car si, au sein d'un peuple donné, il y a une élite, c'est probablement parce que dans ce peuple, il y a une certaine hybridité. C'est-à-dire que dans une population X ou Y, il y a des éléments qui sont en mesure de jouer le rôle de leader. Ils peuvent d'ailleurs jouer ce rôle de leader au sein de leur propre peuple, mais ils peuvent le jouer aussi ailleurs. Nul n'est prophète dans son pays. Et dans bien des cas, les Juifs qui sont nés au sein de ce peuple n'ont pas forcément joué un rôle au sein de ce peuple, en tant que communauté. Ils ont été exportés, si on peut dire, vers d'autres communautés scientifiques, religieuses, artistiques, politiques, économiques. Voyez-vous ? Donc, tout peuple est porteur dans ses gènes de cette dualité. Certains de ces éléments sont voués à constituer la plèbe de ce peuple, et d'autres éléments sont voués à constituer une classe dirigeante qui ne dirigera pas forcément le peuple en question. Et inversement, on peut imaginer qu'une communauté donnée fasse appel à des dirigeants issus d'autres pas, d'ailleurs. Donc il y a une sorte d'exogamie, en quelque sorte, des dirigeants. Quelqu'un qui... on peut très bien imaginer quelqu'un qui joue un rôle majeur dans tel et tel domaine, et qui n'est pas né dans une famille où ce domaine faisait sens, bon, et inversement. Donc, voilà la dualité que je propose, et je dis très clairement, je ne suis pas certain qu'il faille considérer la mise en scène de cette rencontre entre un certain Dieu et Moïse, ou un autre prophète par la suite, comme un roi prophète, comme complètement déterminante. Ça me paraît venir du domaine du mythe, alors que j'accorde la plus grande importance aux Elohim, à ceux qui ont créé le ciel et notre terre, et qui ont créé un homme adamite, donc qui correspond aux femmes, de manière générale, ces femmes qui sont capables justement de capter les énergies cosmiques, et cela implique un changement de comportement selon les cycles cosmiques qui se répercutent sur l'ensemble de l'humanité. Alors, effectivement, il y a cette création d'androïdes, mais comme je le disais tout à l'heure, ces androïdes, il y a une hybridité, il y a une symbiose qui fait qu'ils constituent une part importante de l'humanité qui correspond à ce que j'appelle la plèbe.
Et ceux qui sont les dirigeants seraient issus des pré-adamites, de ces êtres qui sont antérieurs à la conquête par les extraterrestres Elohim et qui ont gardé des facultés remarquables par leur créativité, par leur capacité d'innovation et de déconstruction du passé, et reconstruction parfois aussi, qui ont fait donc les grands personnages, les grands compositeurs, les grands philosophes, etc., etc., monde auquel les femmes n'ont pas accès en général. Voilà donc comment je vois les choses. Nous vivons dans une société symbiotique où nous avons trois catégories. Les femmes, qui sont les androïdes éloïstes, les génies qui sont les pré-adamites, et puis une espèce de marée, M-A-R-A-I-S, d'hommes qui n'ont pas pu se développer, qui n'ont pas pu s'épanouir pour des raisons sociologiques diverses. Et en ce sens-là, voyez-vous, je renverse l'analyse de la centre de féministes aujourd'hui. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, l'éducation n'est pas capable de former des gens qui n'ont pas ces potentialités, mais elle est capable d'empêcher ces potentialités de se développer. Et je disais, je répète l'argument, que tout un discours féministe repose sur cette affirmation qu'il y a une seule norme, unique norme pour les hommes et les femmes, et que par conséquent, ce que les hommes ont réalisé, les femmes doivent le réaliser. Sauf que moi je refute totalement cette théorie, et je dis, ce que font les hommes ne saurait être un exemple pour les femmes, et inversement.